Salut à tous et bienvenue sur le 16e épisode de The Trick Play. Et ce soir, on a un invité spécial parce que c'est un peu un cross cet épisode en fait. On va parler des Panthers de Caroline et on a un invité qui est qui est un des 3 membres du compte NFL Panthers. Alors je sais pas comment après l'arrobase que tu mets Guillaume. Donc, je vous présente Guillaume au passage. Salut, donc le compte c'est NFL Panthers FR. C'est le compte Twitter et donc effectivement on est 3 pour gérer le compte et donc ce soir c'est moi qui vous tiens compagnie pour effectivement évoquer l'avenir des Panthers à partir de maintenant et dans le mois qui vient au moment de la draft. Donc on a étudié pour organiser cet épisode un peu pour faire un cross avec une équipe NFL qui est dans le besoin de beaucoup de nouveaux joueurs, je dirais, qui est dans un renouvellement total. Aujourd'hui, il y a Cam Newton, le quarterback principal et star des Panthers, qui vient d'être cut. On a eu un changement de staff avec un staff quasiment 100% NCAA qui est arrivé chez les Panthers là pendant l'intersaison. Donc, on va essayer un peu de voir avec Guillaume ce qui pourrait être apporté venant de NCAA du côté de la Caroline. Et voilà, on va essayer de mettre en place un épisode où on crosse un peu avec une équipe NFL et vraiment qui a beaucoup de besoins lors de cette draft. Et on a fait une mock draft sur le dernier épisode. On a un peu donné nos avis du côté de Caroline, des Panthers. Et je crois que c'était toi, Augustin, qui l'avait. Non, c'était moi qui avais les Panthers C'était toi cette fois-ci. à la Et dernière avant, mock c'était draft. Augustin. D'accord, ok. On en a fait plusieurs, c'est pour ça. On va démarrer, pardonnez-moi, c'est moi. On va démarrer avec la présentation donc, du nouveau coaching staff des Panthers. Et ça sera Matt Rhule, le head coach. Donc cette année, Matt Rhule qui arrive tout droit de Baylor. Et Baylor qui sort d'une énorme saison après quelques années de galère et de controverses. Et je vais laisser la parole à ceux qui s'y connaissent un peu au niveau de Matt Rhule et de Baylor. Je sais que toi, Valentin, tu les as pas mal suivis cette année et que c'est un projet très ambitieux d'emmener ce coach en NFL. Ouais, exact. Baylor qui a fait une grosse saison, qui a fait une saison de 11 victoires pour 3 défaites. Donc, pour présenter un peu Matt Rhule, il a commencé le coaching en tant que head coach à Temple, donc pas une énorme fac. Et ce qui est marrant, c'est qu'entre Temple et Baylor, ça ressemble un peu à ce qui va se passer avec les Panthers. Donc, Guillaume, il me dira si je me trompe. Mais à Temple, par exemple, il avait commencé l'année avec une équipe vraiment pas solide. Donc, il avait fait que 2 victoires, 10 défaites. Après, il est passé à 6-6, après à 10-4, après à 10-3. Et après, il est parti à Baylor. Et ça a fait la même chose. Une victoire, 11 défaites. 7 victoires, 6 défaites. Et l'année dernière, 11 victoires, 3 défaites. Donc, c'est un coach qui peut construire, enfin, qui est bon pour construire des équipes. Et je trouve que ça ressemble un peu à ce qui se passe en ce moment avec les Panthers qui ont perdu Kuechly, qui ont perdu Newton aujourd'hui. Voilà. Donc après, si je sais pas, est-ce que je parle de ces schémas, Elio? Schéma de jeu, etc. Oui, bien sûr, tu peux le présenter. Ouais. Ouais, tu peux carrément le présenter. Ok. On est focus sur lui là. Alors, pour parler de ces schémas de jeu, je pense qu'au Panthers, il va plutôt se baser uniquement sur l'attaque et va laisser la défense au coach Snow, si je ne me trompe pas de nom de famille. Donc c'est plutôt quelqu'un qui aime les schémas très basiques, hein. C'est premier jeu, ça va jouer en course à l'intérieur, après ça va faire des petites passes. Donc avec Bridgewater qui serait peut-être le starter la saison prochaine, qui est plutôt connu comme un pocket passeur, ça pourrait correspondre au schéma de jeu. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont pris. Donc, quand même, c'est une équipe, normalement avec Matt Rhule, qui est amené à marquer pas mal de points. Une trentaine, cette année, c'était une moyenne de 30 points par match. Et qui se base vraiment sur un gros jeu à la course en zone. Donc, ce qui pourrait correspondre à McCaffrey, avec du personnel lourd sur le terrain, donc généralement deux tight ends, donc qui donnerait la place à uniquement 2 receveurs, 3 max, donc avec la signature de Robbie Anderson aujourd'hui qui a été coaché par Matt Rhule à Temple, et DJ Moore qui a fait une bonne saison l'année dernière.
Donc, on va dire que tout ça, ça me paraît logique, tout ce qui est mis en place pour l'instant pour l'attaque des Panthers. Voilà, après, je reviendrai plus tard pour de possibles, la draft, possible pick d'anciens de Baylor. Toi, Baptiste, je sais aussi que tu as pas mal suivi Baylor ces dernières saisons. Tu connais toute la période où, il y a quelques années, voilà, il y a eu des scandales autour du head coach et autour de l'équipe, notamment des scandales sexuels. Donc, autant se dire que l'université, le programme était vraiment dans un bien mauvais état. Et Matt Rhule est arrivé et a révolutionné tout ça après son passage à Temple. Alors, tout à fait. Alors, pour remettre les choses dans le contexte par rapport à Matt Rhule, c'est qu'il a fait effectivement 4 très bonnes saisons à Temple, dont une en 2015, où il est pas loin de battre Notre-Dame. À Temple, d'ailleurs, je me souviens très bien, Collège Game Day de ESPN était là-bas, et ils perdent de 4 points, si mes souvenirs sont bons, et c'est un peu le match qui a mis Matt Rhule sur l'échiquier du collège football, en disant, voilà, ce coach sait coacher, et l'année suivante, il continue à faire un très bon travail, parce qu'ils finissent à 10-3 aussi, si je dis pas de bêtises. Donc on sait que dans les Power 5, dans le groupe of 5, c'est pas facile forcément d'enchaîner des saisons à plus de 10 victoires. N'est pas Boise State qui veut. Donc il sort de ces 4 ans à Temple avec un très gros crédit, et il va prendre donc la fac de Baylor, qui était, pour pas dire, complètement sinistré, puisque après les années Art Briles, donc qui effectivement des années où la fac a eu énormément de succès en termes footballistiques, mais beaucoup moins à l'extérieur du terrain, parce qu'il y a eu des affaires de mœurs, hein, on va les nommer très clairement, viol en réunion, etc., etc. Des affaires qui sont toujours pas réglées. D'ailleurs, la NCAA devrait rendre son verdict incessamment sous peu. Et donc Matt Rhule arrive en 2017 et prend la suite non pas de Art Bryce, mais de Jim Grubb, qui avait fait l'intérim pendant 1 an. Et donc quand il arrive, il y a un gros déficit au niveau des scholarships au sein de Baylor, puisque beaucoup d'étudiants athlètes s'étaient désengagés de la fac, et ce qui fait qu'il est arrivé avec un groupe très resserré. Donc effectivement, sa première année se passe très mal pour des raisons évidentes, hein. Il est quand même dans une fac du Power 5, et donc rencontre Texas, Oklahoma, etc., etc. Donc forcément c'est compliqué. Il finit à 1-11 avec seulement une victoire contre Kansas, hein, parce que tout le monde peut battre Kansas, on est d'accord. Et petit à petit, il commence à créer quelque chose, notamment autour de Charlie Brewer, son quarterback. En 2018, le programme progresse, et notamment bat Oklahoma State, ce qui est un peu leur victoire signature de la saison. Et je pense que c'est une victoire un peu fondatrice pour ce groupe-là. Et après arrive la saison 2019, pleine de succès qu'on lui connaît. Alors malheureusement, ils perdent contre Georgia au Sugar Bowl en fin d'année, mais il faut voir que au niveau recrutement, on est loin des standards de la SEC, c'est-à-dire que c'est du 3 étoiles, parfois du 4, mais voilà. En termes de talent, il a fait avec ce qu'il avait, il a très bien coaché, et ça, mine de rien, c'est quand même des signes qui sont hyper positifs quand il s'agit d'arriver à l'échelon supérieur, où finalement le recrutement pur compte beaucoup moins. Donc moi, Matt Rhule, déjà l'année dernière, je voulais qu'il se tire quand les Jets avaient été, son nom était ressorti chez les Jets en 2000, sur l'intersaison 2019. Et donc moi, je voulais qu'il parte parce que je savais qu'il allait être très pénible. Et voilà, les faits m'ont donné raison. Donc c'est pas étonnant que et les Giants et les Panthers aient voulu recruter Matt Rhule, parce qu'il a réussi dans des contextes qui sont pas facile. Je veux dire, c'est pas Alabama qu'il a réussi, c'est pas à Georgia, ou c'est pas à Florida. Là, c'est à Baylor, c'est une petite fac privée du Texas. Donc voilà, c'est un contexte qui est pas facile. Voilà, pour mettre un peu de contexte à tout ça. Et du coup, moi je me permets de rebondir parce que j'avais une question par rapport à ça, puisque effectivement, tout ce qu'on a pu lire sur Matt Rhule, c'est que c'était un programme builder, quelqu'un qui savait effectivement, comme tu disais, tirer le plus de ses joueurs, même si c'était pas forcément des noms très clinquants. Est-ce que vous pensez que justement le passage en NFL, le passage NCAA NFL, qui est souvent, il n'y a pas beaucoup de coachs qui réussissent cette transition, vous pensez que lui a les armes plus que d'autres pour arriver à le faire et à avoir du succès à l'échelon supérieur ou pas? Moi, personnellement, je pense que oui, parce que
Ça a l'air d'être un gars tout à fait abordable, pas trop, voilà, pas trop violent. Enfin, je pense qu'il sait comment gérer comment dire, c'est plus des gosses, quoi. Voilà, c'est des hommes. Ouais. Et je pense qu'il, mine de rien, il a une petite expérience en tant que, il me semble, aux Giants, hein, si je dis pas de bêtises, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait voulu le récupérer. Donc voilà, il a déjà coaché un peu en NFL, enfin sur une saison, bien sûr, mais et, je pense il est tout à fait qualifié. Et faut quand même se dire que les Jets ont voulu le récupérer alors qu'il avait sorti sur une saison à 1-11 et à 7-6. Donc c'est pas non plus. Enfin, à mon avis, c'est des signes qui trompent pas quand il s'agit de recrutement de coach, quoi. Moi, j'ai suivi un peu ce qui se passait autour du stade, enfin autour des matchs. Par exemple, je vais prendre le match contre Oklahoma State qui perdent. Denzel Mims, donc le receveur star, il fait 0 réception dans le match et il a été ciblé une fois. N'importe quel receveur star où ils perdent le match, on entend parler partout. On n'a rien entendu. Je vais prendre le cas de Charlie Brewer, qui est pas un quarterback sensationnel, qui sûrement l'année prochaine, vous verrez que ses stats elles vont descendre très vite parce que Matt Rhule sera parti. Il a réussi à le faire progresser en lui permettant d'avoir des qualités de quarterback numéro 1 en NCA très, très, très bonnes. C'est un gars qui fait 21 touchdowns l'année dernière pour cette interception, qui est très propre, qui fait voilà, pas des milliers des cents. Et je pense en NFL, par rapport à ce qui se passe encore une fois aux Panthers, c'est bien qu'il arrive à ce moment-là. Parce qu'il va pouvoir créer une équipe à son image. Je ne pense pas qu'il est pris pour un an, hein. Même s'ils se prennent 0-16 l'année prochaine, à mon avis, il est là pour au moins 3 ans, Matt Rhule. Je Bah, pense que je peux intervenir là-dessus. Ils l'ont signé pour 7 ans et 62 jusqu'à 70 millions, je crois, avec les bonus. Donc ouais, effectivement, il y a peu de chances qu'ils le cut après une saison, même si on fait 0,16, quoi. c'est ça. Je me rappelais plus, j'étais plus sûr qu'il l'avait signé pour aussi longtemps. Mais ouais, voilà. C'est quelqu'un à qui il faut laisser les rênes. Et à mon avis, en 2-3 ans, il peut te sortir une très bonne équipe, très compétitive et revenir en playoff, voire un petit peu plus. Et puis aussi, au final, il faut un peu comment dire, que la mayonnaise prenne entre lui avec Joe Brady aussi. Enfin, il y a beaucoup de nouvelles choses dans cette équipe des Panthers et je pense il faut le temps. La première année, ils vont lui laisser le temps obligatoirement parce que beaucoup de choses changent, le quarterback, le coaching staff, le propriétaire. Vous n'avez pas un propriétaire depuis 1 ou 2 ans? Un Oui, c'est nouveau... ça. David Tepper a racheté l'équipe ouais, il y a 2 ans maintenant. Ouais, Et, c'est ça. et effectivement, ouais, il a fait une première année où il s'est surtout occupé il a laissé un peu le sportif de côté. Il a fait construire des infrastructures pour l'entraînement notamment. Il a fait des ajustements en ajoutant le logo des Panthers au milieu du terrain, chose que les fans réclamaient depuis longtemps parce qu'on était une des seules franchises à avoir le logo de la NFL au milieu du terrain et pas le logo de l'équipe. Donc voilà, il a fait des ajustements comme ça. Et là, cette année, il a décidé de vraiment mettre la main sur le sportif et de mettre sa patte là-dessus avec différents moves qu'on évoquera tout à l'heure. Et donc avec le recrutement maintenant de Matt Rhule pour être head coach l'année prochaine, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, du coup, au final, ouais, c'est vrai que le contrat de 7 ans, ça lui permet vraiment de travailler et comme on le disait tout à l'heure, de construire le programme comme il l'a fait avec Baylor. Et du coup, ouais, non, il est là pour durer, je pense. On l'espère. Ouais, Et J'espère que vous avez ouais, raison. surtout, je pense aussi que, un peu à l'instar de la NCAA, quand tu récupères une équipe comme ça, même si les quelques premiers moves qu'il a fait en free agency ou quoi, ça vient de lui, faudra pas oublier sur sa première 2, voire peut-être même 3 saisons, que en soi, ça sera pas ses joueurs en fait qui seront sur le terrain. Ça sera les joueurs du coaching staff d'avant qui étaient là. Donc je pense que surtout en NFL, et c'est peut-être le truc où certaines équipes ont un peu de mal à intégrer, à gérer, quand tu es vraiment dans une phase de reconstruction comme ça, faut laisser un peu de temps parce que si dès la première saison tu dis le mec a fait 3, je sais pas, 3-13, il a fait une sale saison, machin,
Il l'a fait, mais pas avec ses joueurs, pas avec potentiellement le personnel qu'il aimerait avoir sur le terrain, parce que c'est Valentin tout à l'heure qui disait qu'il aime bien avoir un personnel lourd avec deux tight ends, du personnel 21 avec un tight end de running back, donc un fullback, un running. Si je dis pas de bêtises, juste au niveau tight end, c'est un peu la dèche chez vous là depuis le départ de Greg Olson. Il y a pas de vrai titulaire à l'heure actuelle. Si Notre tight end numéro 1, ça va être Ian Thomas, l'ancien tight end de Indiana, je crois, qui avait été drafté il y a 2 ans maintenant, donc ça doit emmener en 2018, si je compte bien, 2017 maintenant. Et effectivement, ça va être l'année où on va voir s'il est capable de prendre la suite de Greg Olsen. Il a une grosse mission, une grosse tâche qui l'attend, effectivement, notre ami Thomas, à voir s'il sera au niveau pour ça. C'est là. Mais après, voilà, comme je disais, l'avantage, c'est que quand même, vous l'avez recruté assez tôt, on va dire, Matt Rhule. Donc, il a quand même pu faire quelques moves à sa guise, on va dire, à son choix. Et donc, les premières signatures qu'on a vues, donc que ce soit Anderson, Teddy Bridgewater, c'est lui qui les a voulu. C'est pas comme si on l'avait collé un quarterback dans les pattes et qui, au final, convient pas du tout. Un peu comme on a pu voir l'année dernière avec les Cardinals, qui avaient drafté Rosen en premier choix à la draft d'avant. Et quand le coach Kingsbury arrive, dit ça ne sera pas mon quarterback, alors que c'est ton premier choix de la draft d'avant où c'est un peu compliqué à gérer tout ça. Là, c'est vraiment, il part avec ses bases, quoi. Il peut quand même compter sur 2-3 joueurs qui l'aura voulu lui. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec ses 7 ans, comme on dit, voilà, il a le temps de construire, mais aussi ça lui permet de ne pas avoir de pression. C'est-à-dire, voilà, on t'a pris pour construire une équipe, comme tu as su le faire en NCAA, hein, à Temple à Baylor. On te laisse le temps, te prends pas la tête immédiatement. Voilà, là pour l'instant, on va parler de votre off-season, on a vu, hein, c'est un peu quand même confus, vous savez pas trop, c'est un peu ni queue ni tête. Mais voilà. C'est le moins qu'on puisse dire, en effet. Mais en tout cas, on te donne 7 ans sur le papier. Bon, on sait toujours que c'est un peu moins, mais au moins, on ne te met pas cette pression à te dire ouais, on a besoin rapidement de retourner en playoff. Voilà, c'est quelque chose en moins et je pense que c'est intéressant. C'est un peu le mettre dans un. Parce que voilà, quand les coachs signent en NCAA, souvent c'est la même chose. Voilà, on te laisse plusieurs saisons pour construire ton programme avec tes prospects. Et ensuite, on verra où ça mène et si ça nous plaît. Finalement, en NFL, de temps en temps, on tombe sur des coachs qui se retrouvent dans des équipes merdiques. On leur donne 2 saisons et ciao, bye bye, avec des contrats qui durent 3-4 ans de base. Là, on est quand même plus sur un contrat qui ressemble à la NCAA. Et, je pense qu'on voit très bien la stratégie. Bon, après, encore une fois, l'off-season ne le prouve pas, mais on voit très bien la stratégie que votre board essaye d'amener pour la franchise, en tout cas. On peut passer au coordinateur défensif et offensif des Panthers. Je vous propose d'y passer. Coordinateur défensif, déjà, Phil Snow. Phil Snow, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais rapidement la petite présentation. C'est que c'est voilà, et lui, il a toujours été coach en défense. Donc, c'est vraiment à vocation défensive. Hein. Parfois, on retrouve des coachs qui ont été QB coach, puis d'un seul coup, coach linebacker, etc. On ne comprend pas trop. Lui, il a toujours été coach en défense et il a toujours suivi Matt Rhule, notamment à Temple et Baylor. Donc, c'est quelqu'un de confiance. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est un peu, c'est le style Matt Rhule qui va normalement se retranscrire du côté de Charlotte. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec Phil Snow, c'est qu'il a déjà eu quelques expériences en NFL, notamment du côté des Lions de Détroit, hein, où il a été assistant défensif et coach des linebackers pendant 2-3 saisons. Là, ça a quand même un autre rapport parce qu'il revient en tant que coordinateur défensif. Mais vous, est-ce que vous pensez que, surtout ceux qui ont pas mal vu les matchs de Baylor ces 2-3 dernières saisons, est-ce que vous pensez que le système défensif adopté par Phil Snow peut fonctionner en NFL et notamment on arrive en NFC South, hein, en face, sur les au moins 2 prochaines saisons, c'est Matt Ryan, c'est Tom Brady, c'est Drew Brees. Est-ce que vous pensez que le système défensif de Phil Snow peut fonctionner ou en tout cas à terme qui peut fonctionner?
Je pense qu'il peut fonctionner, puisqu'il a fonctionné, il a relativement bien fonctionné dans la Big 12, qui est quand même une, une conférence qui est portée sur l'attaque. Donc, il a fonctionné mine de rien, il a fonctionné contre des grosses attaques du type Oklahoma State, du type même contre Oklahoma, ils prennent des points, mais finalement pas tant que ça. Donc je pense que mine de rien, c'est un défensif coordinateur qui a l'habitude des QB actuels, hein, mine de rien. Donc c'est-à-dire aussi bien des passeurs que des coureurs. Donc moi je me fais pas de soucis, sur vraiment l'intégration. Quand on voit que la NFL pique pas mal d'idées à la NCAA, encore plus en ce moment, moi je trouve vraiment le choix de garder son défensif coordinateur avec lui, je trouve loin d'être bête. Du coup, alors le petit truc qui va changer, c'est qu'ils étaient en 3-4 à Baylor. Et là, apparemment, Guillaume nous a dit qu'il resterait en 4-3. Donc déjà, il y a ça qui change. Mais sinon, par rapport à la saison, par exemple, je vais prendre juste la saison dernière, ils avaient une très très grosse défense. Encore une fois, avec l'émergence de joueurs qui étaient pas trop attendus, mais comme James Lynch, Blake Lynch, lequel il a recruté en tant que cornerback, il était cornerback et receveur, et qui a fini en tant que linebacker. Il a réussi ils ont réussi à faire une défense très simple, mais très forte sur les basiques. Donc une grosse D-line, des cornerbacks qui donnent pas trop, qui permettent pas trop de yards, et, et vraiment quelque chose de simple. Donc à mon avis, bon, sûrement pouvoir retranscrire ça en NFL, mais il faut faire attention aux changements de système quand même. Toi, Guillaume, tu voulais intervenir? Ouais, mais en fait, tu as devancé ma question parce que justement, comme les Panthers ont tenté un switch en 3-4 l'année dernière, qui s'est pas forcément avéré très, très fructueux, ils prévoient de repasser donc sur une 4-3 la saison prochaine. Et ma question, c'était effectivement de savoir si Phil Snow était plutôt à l'aise dans un schéma plutôt que dans l'autre, ou s'il pouvait s'adapter effectivement aussi bien à une 34 qu'à une 43, ou si ça dépendait du personnel qu'il allait avoir sous ses ordres. Et si vous saviez un petit peu, si vous aviez une idée de ce qu'il allait faire, ce qu'il allait proposer comme style de défense. Alors, il me semble qu'il a toujours été en 3-4. Peut-être notre encyclopédie Baptiste peut me contredire si je me trompe. Et il me semble qu'il a toujours été en 3-4. Oui, dans mes souvenirs aussi, il jouait en 3-4, même parfois 3-5, si je dis pas de bêtises. Les défenses de Big 12 avaient des schémas un peu bizarres par moment. Ouais, du coup, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est un très bon coach en défense. Il a fait ça toute sa carrière. Et il va peut-être lui falloir un petit temps d'adaptation, 1 ou 2 saisons, mais si on lui donne les joueurs qu'il veut, à mon avis, il pourra faire quelque chose de très correct. Et apparemment, de ce que j'ai un peu lu sur les Panthers, c'est la défense qui va prendre. Enfin, ils vont se concentrer sur la défense, pardon. Donc, à mon avis, il aura les armes pour. En tout cas, effectivement, toutes les différents. Enfin, on a surtout fait des moves, on y reviendra tout à l'heure, mais surtout des signatures offensives depuis le début de l'intersaison. Et c'est vrai que défensivement, je pense qu'on risque de se diriger vers une draft à un profil très défensif pour Carolina, étant donné le nombre de besoins qu'il y a de ce côté-là du terrain. On va passer du coup à votre coordinateur offensif, Joe Brady. Alors Joe Brady, tout le monde en a parlé parce que ça a été la grande attraction cette saison. Il était coordinateur et coach receveur de Louisiana State University cette année, donc ils ont gagné le titre universitaire. C'est en partie grâce à lui qu'il y a eu cette connexion Joe Burrow avec, autant dire, toute l'offense. Joe Burrow qui va sortir premier de la draft cette année, on le sait tous, hein, c'est pas un secret, qui va terminer chez les Bengals et qui a été auteur d'une ascension fulgurante sur toute une saison. On nous dit, c'est même avéré, c'est Joe Brady qui est derrière tout ça. Et là, il se retrouve directement avec un poste de coordinateur offensif en NFL
Alors, pour refaire un petit peu son histoire, Joe Brady, c'est un ancien receveur. Voilà. C'est un ancien receveur, que ce soit au lycée ou à la fac. Et puis, il est passé rapidement assistant. Il est arrivé en tant que graduate assistant à Penn State. Puis, il a eu la chance d'aller en NFL chez les Saints en tant qu'offensive assistant. Et notamment, se retrouver aux côtés de Peter Carmichael et observer. Voilà, tout le monde connaît l'attaque des Saints. Là, c'est vraiment pas histoire de faire du lobby ou quoi. Mais c'est vrai que quand tu apprends en ayant des joueurs comme Drew Brees et Michael Thomas, on a vu la connexion qui s'est créée ces années. Et il est entre 2017 et 2018 chez les Saints, Joe Brady. Je pense que il a pas mal appris, notamment derrière Sean Payton, qui est relativement connu pour être un coach à vocation offensive. Il s'est retrouvé à LSU l'année dernière, donc il n'a pas trop bougé, il est resté dans le même état. Il s'est retrouvé avec Coach Orgeron et finalement, on lui doit, on a presque l'impression que c'est la victoire d'Orgeron cette saison avec LSU, mais c'est aussi sa victoire à lui, à Brady. On lui donne beaucoup sur la saison d'LSU. Et tout le monde se demandait où il allait atterrir, ce qu'il allait faire après cette saison. C'était pas possible qu'il reste juste passing game coordinateur du côté de Louisiana State. Et finalement, c'est vous les Panthers qui avez réussi à le décrocher en tant qu'offensive coordinateur. Est-ce que vous, les gars, vous y croyez pour être coach offensif, coordinateur offensif d'une équipe NFL là directement maintenant? Il a 30 ans, Joe Brady. Personnellement, Moi, moi, j'ai pour juste avoir une chose à dire. Vas-y. Juste une chose à dire, c'est qu'il n'a pas fait la bêtise de prendre un poste de head coach directement. Il a eu l'intelligence de partir sur un poste de offensive coordinator ou peu importe, mais il a eu l'intelligence de ne pas partir sur un poste de head coach et de se cramer directement. Pour le coup, moi, je suis pas mal d'accord avec ça. Ça a été un choix intelligent de sa part. Du coup, moi, pour l'avoir pas mal vu avec LSU, parce que c'était dans la même conférence que nous, que les Gators de Floride, je l'avais pas mal répété pendant les podcasts durant la saison, que pour moi, le Heisman non officiel, c'était vraiment lui. C'est lui qui a créé pour moi Joe Burrow, sans rien C'est vrai, enlever tu as beaucoup dit, c'est vrai. sans rien enlever au quarterback, parce que ça reste un quarterback vraiment excellent. Moi, juste, le petit bémol que j'ai, c'est est-ce qu'il va vraiment réussir à s'adapter? Parce que ce soit aux Saints ou à LSU, il avait des offenses ultra dirigées vers la passe. Et pour moi, après, c'est que mon ressenti, tu me diras, Guillaume, ce que tu en penses. Ça ne peut pas marcher dès la première année avec les Panthers. Leur arme offensive numéro 1, c'est McCaffrey. Aussi bon receveur que ce soit, c'est quand même un running back très complet, certes, mais ça reste un running back. Je pense que, après, il a l'air d'être un bonhomme quand même sacrément intelligent pour réussir à en une saison mettre le college football à ses pieds quasiment. Il va pas falloir pour moi qu'il essaye de reproduire ce qu'il a déjà vécu, ce qu'il a déjà connu. Il va falloir qu'il s'adapte au personnel qu'il a actuellement chez les Panthers et donc se concentrer d'abord sur la course, d'abord sur le running game, pour ensuite faire, à mon avis, ce qu'il aime. Parce qu'en tant que receveur, je suis bien placé pour parler, parce que personnellement, je suis aussi receveur et coach, d'aller vers la passe ensuite. Pour moi, il va vraiment falloir qu'il se concentre d'abord sur le running game, parce que pour moi, c'est l'identité actuelle des Panthers, pour ensuite ouvrir le passing game et pas faire l'inverse, comme il a pu faire chez les Saints ou à LSU. Non, mais d'ailleurs, Guillaume, lorsqu'il a été désigné coordinateur offensif chez les Panthers, lors de la conférence de presse, il avait directement tout de suite dit que son système offensif, ça allait être celui qui allait comment dire ça, le sublimer ses joueurs. Donc, il a pas l'air d'avancer vers les Panthers pour imposer sa philosophie de jeu, mais plutôt pour s'adapter en fonction des armes qu'il aura avec lui. Donc, je sais pas, je me doute beaucoup de run pass option, du jeu à la course avec McCaffrey. Je pense qu'il sera plus dans l'adaptation que dans la volonté peut-être un peu bête, aller tout droit et dire
on se colle à ma philosophie, même si j'ai pas les armes pour la réaliser. Bah, pour le coup, moi, j'avais pas eu j'avais pas vu cette petite déclaration. Mais ouais, en tout cas, moi, j'espère vraiment parce que pour le coup, qu'ils partent d'LSU, c'est un très grand soulagement pour moi. Vous savez même pas à quel point. Et en plus, qu'il aille aux Panthers, qui est une équipe que j'apprécie quand même pas mal, même si c'est pas mon équipe de cœur, c'est une équipe que j'apprécie. Moi, je lui souhaite vraiment de réussir un max et de rester très longtemps en NFL et de plus jamais refoutre les pieds à LSU de sa vie. Ou alors ça sera dans les gradins pour aller assister à un match. Mais voilà. Moi, je lui souhaite de réussir et j'espère que ça marchera pour vous. Ce que je trouve très intéressant. Vas-y. Juste ouais, petite parenthèse, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que dans votre effectif, vous avez 2 jeunes receveurs à gros potentiel. Hein. Vous avez Curtis Samuel qui vient d'Ohio State et vous avez bien sûr DJ Moore qui est à Maryland, chez nous, bisous bisous. Et sincèrement, je pense que l'arrivée de Joe Brady va vraiment les développer. Ces 2 joueurs, ils ont montré des choses très intéressantes sur la saison dernière pour DJ Moore et sur ces 2 dernières saisons pour Samuel. Sincèrement, je pense que là, à ce niveau-là, en tout cas, vous n'avez pas de souci à se faire au niveau développement receveur pour ce que vous avez pour l'instant. Et puis, on en parlera après. Vous avez aussi Anderson qui est arrivé. Tu disais, Robin? Alors, moi, concernant Matt Rhule Joe Brady et son style de jeu, de plus en plus en NFL, on voit le college football style qui arrive avec des coachs comme par exemple Cliff Kingsbury ou des choses comme ça, ou des coachs comme ça qui font qui amènent le jeu NCAA en NFL et qui fonctionne plutôt bien. Donc pour moi, je pense que ça va bien cliquer. Je j'ai pas trop de doute sur ça. Ça sera pas forcément du air raid puisqu'il n'y a pas les joueurs pour. Mais le jeu college football, il arrive de plus en plus sur NFL. Rien qu'on voit avec l'apparition du shotgun. Enfin, l'apparition. Forcément, le shotgun, il fait plus longtemps, mais il y a presque plus beaucoup de quarterbacks qui prennent beaucoup de snaps en snap Q. Et ça, c'est vraiment le college football qui est apparu en NFL. Et c'est pour ça que je pense que Joe Brady, il va bien marcher. Alors moi, je vais juste nuancer un peu le propos. Il y a une petite chose qui peuvent me gêner avec le recrutement de Joe Brady, notamment le fait qu'il a fait finalement qu'une seule saison avec ce genre de responsabilité élevée. Je dis pas qu'il n'est pas incapable de le refaire, mais voilà, j'ai un peu du mal avec les one hit wonder à se dire pourquoi il a réussi sur une saison et est-ce qu'il sera capable finalement de concrétiser ça sur plus longtemps. Et aussi, il vient quand même d'une équipe de LSU qui était plus talentueuse que la totalité des équipes qu'ils ont rencontrées. Et en NCAA, on sait que le talent pur fait souvent la différence et que là où on voit les très bons coachs, c'est qu'avec une différence de talent, ils sont capables de niveler la différence et de faire en sorte que parfois les équipes un peu moins talentueuses réussissent à gagner. Ce qu'a fait Matt Rhule, par exemple, à Baylor, et ce qui en NFL est beaucoup moins vrai, puisque les talents ont quand même tendance à être à peu près les mêmes dans toutes les équipes. Donc voilà, donc moi je me demande, quand la différence de talent sera moins importante, est-ce que Joe Brady sera capable d'avoir la même réussite qu'il a eu avec LSU. Voilà. Et dernière petite chose, c'est qu'il était passif coordinateur, donc effectivement l'absence de... lui, il n'était pas responsable du jeu au sol, et mine de rien, c'est quand même une part hyper importante du jeu en NFL, plus que je pense qu'en college football. Donc voilà, c'est un petit bémol de ce côté-là, mais je pense qu'il va réussir. Personnellement, je pense qu'il va réussir, mais il y a quand même des interrogations à lever quand même. Effectivement, donc si je rebondis un peu sur les différents points qui ont été évoqués, l'intitulé donc de passing coordinateur, effectivement, moi me posait un petit peu question, puisque comme vous l'avez bien fait remarquer tout à l'heure, notre arme principale offensivement, j'ai envie de dire presque notre seule arme offensive, c'était Christian McCaffrey l'année dernière. Alors c'est plus qu'un running back clairement, puisque c'est tout simplement notre meilleur receveur sur les 2 dernières saisons, puisque j'ai plus les nombres exacts en tête, mais je crois que c'est
il a dû faire genre 107 réceptions et 115 réceptions l'année d'après, qui sont deux records pour un running back qu'il a battu coup sur coup. Et donc effectivement, moi, le point qui me questionne un peu, c'est de savoir comment il va réussir à s'adapter à ça, et au fait que, comme tu disais tout à l'heure, il a eu Drew Brees et Michael Thomas quand il était chez les Saints. Il a eu, même si on les a pas encore vus mettre un pied en NFL, Joe Burrow, Justin Jefferson, je crois que c'est Justin son prénom, je l'ai plus. Ouais, Justin. Mais enfin voilà, il a l'air d'avoir quand même des armes offensives talentueuses du côté de LSU. Est-ce qu'il va être capable de faire la même chose à Carolina avec un DJ Moore, certes en progrès, qui a montré de belles choses l'année dernière, un Christian McCaffrey qui va de toute évidence, encore une fois, attirer la défense vers lui parce qu'il va représenter 90% de la menace. Curtis Samuel, ben, c'est un petit peu un gros point d'interrogation parce que on était très très hypé l'année dernière en début de saison parce qu'il avait fait un super training camp. C'était censé être l'arme en profondeur ultime pour prendre les defensive backs adverses de vitesse. Manque de peau, il s'est retrouvé avec Kyle Allen en quarterback qui lançait la plupart de ses passes dans les 5, 10, 15 yards, jamais au-delà. Et quand il essayait d'aller au-delà, il n'était pas précis. Voilà, qu'est-ce que ça va donner cette année? Teddy Bridgewater, a priori, est quand même un meilleur quarterback que Kyle Allen, en tout cas plus expérimenté. Il est, de l'avis de beaucoup de monde, plus précis, je veux bien le croire. Par contre, quand tu regardes ses stats de l'an dernier, il lançait pas beaucoup de ballons en profondeur. Il était dans la même fenêtre de 5, 10, 15 yards sur la plupart de ses passes. Est-ce qu'il va savoir, avec l'appui de Joe Brady, est-ce qu'il va vraiment savoir utiliser et mettre à profit Curtis Samuel dans l'attaque des Panthers l'année prochaine? Je sais pas. Alors, Après, pour le coup, Juste pour on a pu voir les progrès de Joe Burrow en un an avec Joe Brady. Je pense que pour le coup, malgré tout, un assez jeune quarterback qui est Teddy Bridgewater, même il a plus 22 ans, je ne sais plus quel âge il doit avoir 27, 28, un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Ouais. Je pense que ça peut être Joe Brady un bon coach pour peut-être redonner un peu confiance vraiment à Bridgewater, même si je pense que l'année dernière lui a fait du bien, avec les quelques matchs qu'il a pu jouer à cause de la blessure de Drew Brees, pardon. Donc je pense qu'il peut. Ça a l'air d'être le genre de coach qui arrive à développer des quarterbacks et s'adapter à ce qu'ils savent faire, les faire progresser, parce que je parle de ce que j'ai vu. La différence de niveau de Joe Burrow entre l'année qu'on vient de voir sur son année où il a fini Asman et l'année d'avant, c'était le jour et la nuit. Alors, ok, l'année d'avant, il lançait pas d'inter, mais il lançait pas beaucoup tout court. Et là, le voir lancer sur la tête de tout le college football, de tous les coachs, c'était assez impressionnant de voir ça, de voir la progression en à peine un an, quoi. Donc, je pense que ça peut faire du bien à Teddy. Puis, en parlant de Teddy et Joe Brady se connaissent, hein. Ils ont travaillé un an ensemble chez les Saints, faut pas oublier. C'est La vrai. première saison backup de Teddy derrière Drew Brees. Et je pense que ça a beaucoup joué sur la signature de Bridgewater chez les Panthers et sa venue, quoi. Donc, c'est tout à fait possible. à mon avis, il va pas le rendre folichon non plus, mais il sait travailler avec lui, en tout cas, ils se connaissent. La chose, c'est que Brady, il avait développé un jeu très vertical avec de grands receveurs comme Ja'Marr Chase et Justin Jefferson. Et là, et plus Burrow qui a quand même un gros bras. Et là, on passe avec Bridgewater, qui n'est pas connu pour avoir un gros bras. Quand il était aux Vikings, on parlait beaucoup, est-ce qu'il peut lancer à plus de 40 yards? Donc c'est qu'il n'a pas un gros bras. Dans une attaque de Matt Rhule qui n'utilise pas trop des quarterbacks avec des gros bras à la base, qui est plutôt sur un passing game très, très court et sur du jeu au sol, à part avec un receveur qui pourrait être un peu Robbie Anderson, qui est très rapide, ou voilà, où une fois de temps en temps on balance une bombe.
Mais le problème, c'est que Brady avait ce schéma de jeu très vertical, mais que Matt Rhule, il a un schéma de jeu plus restreint, plus le fait que Bridgewater, pour moi, il n'a pas un gros bras. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ça? Je sais pas. Et juste pour revenir à Curtis Samuel, pour moi, je pense qu'il faudrait que vous le tradiez si possible, parce que c'est pas possible. Pour moi, c'est juste pas possible. Ce gars-là, déjà quand il a été drafté, j'ai pas compris pourquoi on pouvait le drafter aussi haut. Et peut-être récupérer un tour de draft pour essayer de récupérer un receveur, un receveur, ou l'année prochaine un autre receveur, peut-être des LSU. Enfin voilà. Mais je pense que Curtis Samuel ne rentrera pas dans le schéma de jeu de cette équipe des Panthers cette année. On va passer au topic suivant. Ça sera la off-season, très très rapidement, si ça ne te dérange pas, Guillaume. La off-season des Panthers, qui vous avez signé et qui est parti. On peut dire que c'est un peu réduit en bouillie là, l'équipe. Enfin, il y a eu pas mal de moves. Et je te laisse nous les introduire, quoi. Effectivement, on a effectivement tout. La phrase, c'était qu'on faisait pas un rebuild, mais un retool. C'était la phrase qui revenait souvent. Le retool, il ressemble quand même vachement à un rebuild parce qu'on a viré le coach Ron Rivera en fin d'année dernière. Puis on a eu la retraite de Luke Kuechly à la surprise générale parce que c'est vrai que pas grand monde l'avait vu venir. Et derrière, on a eu des micro-dramas ou des plus gros dramas avec le départ de Greg Olsen, qui était censé être un départ à l'amiable, tous en accord mutuel. C'était pas vraiment le cas visiblement. On a eu ensuite le trade de Trey Turner, notre garde droit, 5 fois All-Pro, je crois, qui a été échangé contre le left tackle Russell Okung des Chargers. Et puis, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de revenir sur le départ de Cam Newton, qui a été plus que chaotique, qui vient d'être officialisé là il y a quelques heures. Donc on a effectivement enlevé tous les anciens. Et en termes d'arrivée, on n'a pas fait venir grand monde au début, avec des noms vraiment pas très très connus, pas de stars. Et puis on a juste signé donc Teddy Bridgewater, quand même, un contrat assez intéressant. On a re-signé peut-être un de nos seuls bons joueurs défensifs l'an dernier, c'est en la personne du safety Trey Boston, qui a été signé pour 3 ans. Et là, on vient donc de recruter Robbie Anderson, le receveur anciennement des Jets, qui vient donc en attaque. Et on a aussi un garde, je crois, des Bengals qui est venu. John Miller, je crois qu'il s'appelle. Donc voilà, c'est beaucoup de gros noms qui sont partis. Et clairement, on repart avec des joueurs choisis par Rhule, Brady et Snow, puisqu'en fait, tous les noms toutes les arrivées que je vous ai citées, en fait, ils ont plus ou moins tous un lien avec l'un des trois par le passé, que ce soit Bridgewater avec Brady ou Robbie Anderson avec Rhule, par exemple. Donc voilà, donc on repart avec vraiment pas de zéro, mais pas loin, et donc avec beaucoup de choses à reconstruire à partir de cette année et probablement sur les années qui viennent. Alors, c'est bien parce que ça va nous permettre justement de passer directement au sujet suivant, c'est-à-dire que voilà, vous avez plein de trous dans l'équipe, il y a la draft qui arrive, et nous, sur cette collaboration, on était là aussi pour discuter tous ensemble de quels joueurs pourraient potentiellement atterrir chez vous et qui ferait un bon fit, en tout cas dans votre équipe, et pourquoi. Alors voilà, vous, votre premier choix qui tombe sur la draft, c'est le choix numéro 7 du premier tour, donc vous êtes placé assez haut. Pour toi, dans l'idéal, tu aimerais recruter, drafter à quel poste directement, si jamais en tout cas il n'y a pas de trade à ce choix-là?
Les principaux besoins qu'on va avoir, ça va être sur la ligne défensive. Là, on a un gros manque. On a été une défense contre la course absolument catastrophique l'an dernier. Alors, il y a eu des blessures, certes, mais c'est pas la seule raison. Donc, on a clairement un gros besoin en ligne défensive. On a, comme je parlais de la retraite de Luke Kuechly, on a un trou qui s'est créé au poste de linebacker. Et on a, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on a également perdu notre cornerback numéro 1, en la personne de James Bradberry, qui n'est pas forcément le corner NFL le plus flashy, mais qui était vraiment très très honnête. Je pense que c'est un euphémisme, mais voilà, faut quand même se mettre en tête qu'il affronte quand même 2 fois par an Julio Jones, Michael Thomas et Mike Evans. Donc ça représente près de 6 matchs sur les 16 qu'il joue. Donc c'était vraiment un gros joueur qu'on avait à ce niveau-là. Donc on a aussi un besoin au poste de corner. Mais comme vous pouvez le comprendre, c'est surtout 3 besoins défensifs. Les besoins primaires qu'on a sont vraiment de ce côté-là du ballon, quoi. Alors, par exemple, si à votre pick, tu te retrouves avec ce qui ne sera sûrement pas le cas, mais tu te retrouves avec ces 3 gros joueurs. En intérieur D-line, tu as Derek Brown, qui est exceptionnel à Auburn. Les 3, c'est du top 5. Qu'on se le dise clairement, c'est des joueurs qui peuvent être dans le top 5, qui le méritent en tout cas. En linebacker, tu as Isaiah Simons de Clemson. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est la crème de la crème pour remplacer Kuechly, il n'y a pas mieux. Et en cornerback, tu as Jeffrey Okudah qui, pareil, va devenir une star absolue au poste de cornerback en NFL. Si tu te retrouves avec le choix entre les 3, toi, tu t'orienterais vers lequel plus? Le profil de Derrick Brown me plaît beaucoup. C'est vrai que j'ai pas regardé beaucoup de matchs NCAA l'année dernière, mais c'est vrai que j'ai vu 2-3 matchs d'Auburn et à chaque fois il m'a impressionné. J'aime beaucoup aussi Jeffrey Okudah, qui pareil à Ohio State, j'ai vu quelques matchs, c'est vrai qu'il tenait quand même bien la baraque. J'ai plus de questions sur Isaiah Simmons, pas sur la qualité du joueur en tant que tel, mais plus sur sa vraie position, parce que il a joué linebacker, il a joué safety, il a joué corner, il a joué un petit peu partout sur le terrain pour Clemson. Est-ce que en NFL, il va pouvoir être capable comme ça d'être un petit peu électron libre, ou est-ce qu'il va devoir se retrouver à un poste en particulier? Est-ce qu'il va être capable de performer à un seul de ces postes, ou est-ce qu'il pourra bouger à différents endroits, quoi? Ouais, je vais juste te poser une question vite fait. Je voulais savoir ce que tu pensais de Shaq Thompson, toi. Quand on parle des linebackers au poste de linebacker, parce que visiblement il a l'air de plus se diriger, de plus se rapprocher du poste de linebacker que du poste de safety. Et est-ce que ça pourrait pas être dans un premier temps une première aide pour l'équipe pour pallier au départ de Kuechly, s'il n'y a pas moyen de drafter Simons, parce que le drop de production et de niveau entre Simons et les autres linebackers est quand même assez élevé. Ouais, Shaq Thompson, il a fait une grosse saison en défense. C'est un petit peu comme Boston ou Bradberry. C'était un des joueurs qui a vraiment bien profité la saison dernière. Il vient d'être prolongé justement sur 4 ans là, cette intersaison, et donc du coup il va devenir un des joueurs clés et importants, une des pièces maîtresses de cette défense. Donc il est clairement linebacker. Clairement Okay. il est linebacker. Je crois pas qu'on les fait jouer safety depuis qu'on l'a drafté en 2015, si je dis pas de bêtises par là. Il a toujours évolué en tant que linebacker. Et là, l'année dernière, il a vraiment, il a pris une autre dimension. Et effectivement, avec le départ de Kuechly, il va être amené à être le joueur clé au centre de la défense des Panthers. D'accord. Juste pour apporter une précision sur Isaiah Simmons,
Donc, l'année dernière, il a pris plus de 100 snaps à 5 positions différentes. Ah ouais, il a joué Clemson. corner, il a joué safety, il a Du joué coup, Moi, free, ça il a me joué fait, moi, strong. ça me fait peur, les mecs comme ça. Pour les petites stats, il a joué 299 snaps en tant qu'inside linebacker, 262 snaps en tant que slot corner, 132 snaps en tant que free safety, 116 snaps en tant qu'outside linebacker et 100 snaps en strong safety. Donc en soi, il a plus joué inside linebacker ou corner intérieur, mais je pense Mhm. qu'il va finir par être inside linebacker, tu vois. Il va Ah, c'est pas. clair. Déjà, il a le physique pour. Et comment dire? Et il cavale sur le terrain. Enfin, on voit bien, il peut aller d'un bout à l'autre du terrain super rapidement. On l'a bien vu avec son 40 yards et même par ses tapes cette année. Pour moi, il va jouer inside linebacker et c'est comme Jabril Peppers, comme tu prenais comme exemple Valentin tout à l'heure. Il a plusieurs positions, sauf qu'arrive à la draft, quand il sera drafté à une seule position et il jouera Ah oui, qu'une seule position. Non, mais mais les surtout, mecs à la qui draftent comme différence ça, de ils savent Jabril déjà. Peppers. Ouais. Vas-y. Ouais, ok, non, je veux dire qu'à différence de Jabril Peppers, Peppers, lui, il était plus tourné vers le backfield que Simmons vers la ligne Ouais. défensive. Genre, Simmons rush mieux le C'est QB, vrai. est un meilleur run-stopper qu'un qu'un safety ou un corner, même si il peut très bien faire l'affaire sur ses postes. Alors les gars, mettons-nous d'accord. Pour Si ce je peux, premier. je peux Ouais. juste ajouter une chose parce que historiquement, chez les Panthers, on a un profil aussi, on a parlé beaucoup de Shaq Thompson. Thomas Davis, quand il a été drafté il y a quelques années maintenant, avait aussi un profil un peu hybride linebacker strong safety. Et il a un petit peu alterné entre les deux postes en début de carrière avant d'être vraiment intégré et mis comme linebacker à temps plein. Mais effectivement, historiquement, les Panthers ont déjà drafté des joueurs comme ça avec des profils linebacker safety un peu hybrides. Donc peut-être c'est une indication de ce qu'ils pourraient faire là en avril prochain. Alors les gars, mettons-nous d'accord très rapidement sur ce premier choix des Panthers. S'il reste Okuda, Simons et Derrick Brown, vous prenez qui? Simons Derrick pour moi. Okuda. Simmons. Combien pour Simons? Moi. 2. Alors, en vrai, Deux, ouais. j'ai envie de dire Simons, mais pour moi, c'est impossible qu'il tombe aussi bas. Genre. J'arrive Je suis pas à d'accord. me. Qui J'arrive tombe pas en à 6. me. 8, non? Les Panthers. Non, vous Non, êtes en 7. 7. 7 au milieu. Vous êtes en Ils tombent 7 en et 7. Je les vois à pas notre, passer autant d'équipes. Hein. à Franchement. notre dernière mock draft, Oui, il y il a y a, Okuda qui a slide. il y a Okuda qui a slide et enfin, si jamais il y a un trade down des Lions, il peut très bien slide, après les Panthers. Hein. Bah, le truc, en fait, c'est pour moi, s'ils passent les Jets, vous l'avez. Mais les Jets, Parce De ils quoi? sont Les les Jets Jets, sont ils les sont en Jets, 11e. 11, je les crois. Giants. Les Giants, pardon, les Ah Giants. oui. Ah, les Giants. Ouais. S'ils passent les Giants, c'est bon pour vous parce que les deux derrière, ils prennent des quarterbacks. Les Ça Giants, voudrait ils dire vont que Eli. probablement prendre de la O-line. Hein, donc, Mm. Ouais, oui, mais après, est-ce que vraiment, si. Alors, ils ont un gros nid dans All-Line à les Giants, on est d'accord. Mais est-ce que t'es GM, est-ce que tu as un talent comme il s'appelle, comme Simmons? Est-ce que tu passes pas au plan B et prendre best player available? c'est Gentleman leur CM, donc leur GM. Donc, Ouais, on le connaît bien, on le connaît bien à Carolina. Il a un petit penchant pour les gros joueurs bien costauds sur les lignes, donc c'est pas impossible qu'ils prennent O-line. Je connais pas tous les prospects d'O-line qui pourraient partir en quatrième choix, mais c'est vrai qu'il a tendance à aimer ce joueur de Hogmolise, comme il appelle. Donc c'est pour ça que je suis pas 100% certain qu'il ira forcément chercher Simmons en quatrième choix.
Il y a de très bons tackles cette saison. Il y a au moins 4-5 très très bons tackles à mettre au premier tour, quoi. Qui a dit Derrick Brown? Bah, du coup, c'était moi qui avais dit Derrick Brown, mais Parce que Ouais, Ils Derrick peuvent Brown, prendre un c'est ce qui autre ressort le defensive plus. tackle, en fait. Hein. moi je vais rester Sur les je mocks, vais c'est rester ce qui sur ressort Derrick le Brown. plus chez les Panthers, Derrick Brown. Et, Ouais, euh, je reste sur Derrick Brown. C'est et vraiment au- une grosse force à l'intérieur et Simone, il ressort beaucoup chez les Panthers. c'est les deux en fait. Okuda ne ressort jamais, mais en même temps, faut pas oublier que les Panthers, vous avez Dante Jackson aussi qui est quand même pas Oui, mauvais. mais c'est Ouais, mais il n'y a tout. plus que lui. Hein. Il y a plus que lui. C'est ça, il y a Ouais, plus mais de lead. alors d'accord, mais à ce moment-là de la draft, là on est voilà, si vous avez Simon, c'est Derrick Brown qui sont là aussi et qu'il y a Okuda, vous allez je vous comprends. dire bon, on va peut-être choisir un poste où vraiment c'est la dèche quoi, plus la dèche qu'autre chose. Mais regarde, s'ils prennent Okuda, ils peuvent avoir un defensive tackle plus loin dans la draft, il y en a des bons, et ils peuvent avoir un linebacker plus loin dans la draft. Ils prennent pas Okuda, ils prennent un cornerback quand? Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, non. Pour les linebackers, je suis pas d'accord, mais par contre, pour niveau defensive tackle, tu as raison. Euh, Ouais, non, je prends Simons. Sincèrement, je prends Simons. Ouais, je prends Simons. Moi je reste sur Derrick Brown. On va redescendre. Alors, on va descendre légèrement plus bas. On va aller sur votre deuxième choix. Le deuxième choix, donc vous, c'est simple, c'est une draft normale. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cette année. Non, on a 2-5 maintenant, puisqu'on Ah, oui. on a tradé Kyle Allen, donc on a récupéré un 5e tour de la part de Washington hier. Donc on a maintenant 8 choix, dont 2 au 5e. Les Redskins, ouais, en plus, 5e tour qui devrait être assez haut au niveau des 5e. Donc, du coup, vous avez le choix 38, c'est votre second choix. À ce moment-là, selon vous, les gars, avec qui on pourrait se retrouver? On sait qu'on peut avoir du cornerback, mais on sait qu'on peut avoir justement de l'intérieur D-line. Et en intérieur D-line, il y a quand même, comme tu le disais, Valentin, des prospects intéressants à ce niveau-là. On se retrouvera avec quand même, peut-être, c'est moins sûr, mais Neville Gallimore d'Oklahoma qui est bien monté ces derniers temps sur les boards. Et Ross Blacklock de TCU. Ouais. Ça peut être intéressant Ou de juste- finalement pas prendre Derrick Brown. Ouais. Et même là-dedans, il y aura aussi le comparse de Derrick Brown, Marlon Davison, qui sera peut-être lui un peu plus tard, mais qui pour moi est un prospect très très intéressant aussi. Hein. T'as pas mal de prospects intéressants en defensive line. Hein. Après, t'as Madu Buquet de Texas A&M, Raekwon Davis, t'as Richard Lawrence, t'as Jordan Elliott. Alors, admettons que Simon soit pris, par exemple, au premier tour. Vous vous retrouvez, voilà, il y a le choix entre intérieur D-line avec Ross Blacklock, Matthew Buquet. On va peut-être oublier Gallimore. Mais il y a aussi le choix en cornerback, avec notamment le prospect d'Auburn, Igby Ogene. Mais Trevon Diggs aussi, qui est annoncé premier tour pendant très longtemps, le frère de Stefan Diggs, qui vient d'Alabama. Vous, les amis, vous pencheriez quand même plus pour quel poste si jamais Simon s'était parti et qu'il n'y avait toujours pas le poste d'intérieur D-line de prix, mais voilà. Est-ce que vous orienterez? Parce que ce qui se dit, en fait, c'est que si Derrick Brown est pris, vu qu'il n'y a pas de linebacker qui tombera assez bas jusqu'au choix 38 pour les Panthers s'orienteraient vers un cornerback et donc ce qui revient souvent sur les mocks, et toi tu t'y étais intéressé Guillaume, c'était Igby Ogene d'Auburn. Là, dans l'hypothèse où Simons vient remplacer Kuechly, sur ce dilemme, vous choisiriez quoi? Un defensive tackle. C'est les meilleurs qui seront au début de deuxième tour, ce sont les meilleurs qui sont là. Après, au niveau cornerback, comme on m'a dit, c'est pas la meilleure des QV. Et s'il faut pas attendre l'année prochaine pour prendre au premier ou deuxième tour un cornerback meilleur que ce qu'il y a cette année, moi, je pencherais plus sur un defensive tackle qui sont de meilleure qualité pour ce choix-là. D'autres avis? Moi, je pencherais pour de la O-line, parce qu'il y aura encore des bons tackles au deuxième choix des Panthers. Je sais pas, je pense à Austin Jackson. Tu auras peut-être des Cushenberry, César Ruiz. C'est des gars qui peuvent tomber au pic des Panthers. Et franchement, si j'ai un de ces gars devant moi, je le prends. Ça sera toujours Moi, plus valuable qu'un cornerback, je trouve.
Moi, je je suis vois pas même d'accord pour les plus tackles. loin que la draft 2020. Moi, je vois celle de 2021, quoi. Et on sait très bien quel est le plan enfin, Guillaume, je pense que tu te fais pas d'illusions sur la saison 2020 des Panthers, mais on sait très bien quel est le plan. Enfin, ils seront nombreux, hein, mais le plan de tanker pour récupérer Trevor Lawrence, il doit être quand même être tentant, non? Bah, alors je suis pas un fan du tanking et je suis pas persuadé que ça marche, notamment en NFL, comparé à la NBA peut-être, mais en NFL, je sais pas. Après, le tanking, oui et non, parce qu'en fait, on parlait des moves tout à l'heure des Panthers, enfin, si vraiment tu tankes, pourquoi tu vas chercher un quarterback comme Teddy Bridgewater, pardon? Pourquoi tu vas signer Robbie Anderson il y a pas 2 heures? Donc c'est pour ça, je sais pas trop, c'est pas très, très clair ce qu'essaient de faire les Panthers actuellement. Après clairement, on va pas se mentir, l'année prochaine ça va être compliqué, l'hypothèse, Trevor Lawrence ou Justin Fields en 2021, est clairement sur la table à mon avis. Je vous le dis, Moi, j'ai une faut petite question tanker pour pour Kyle vous. Trask. Arrête avec ton Kyle Trask. Il sera septième tour, tout le monde pourra l'avoir, t'inquiète pas pour ça. Vas-y, lance ta question. Du coup, on n'en a pas parlé, mais admettons, on a notre ami Denzel Mims qui tombe jusqu'au deuxième choix des Panthers. Est-ce qu'on le prend pas? Parce que, admettons que voilà, Curtis Samuel, pour moi et Guillaume, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc, ils ont que deux receveurs de talent. Donc, est-ce qu'on prend pas Denzel Mims s'il est tombé à ce choix-là, en sachant qu'il a joué pour Matt Rhule et qui ressemble au gabarit utilisé par Joe Brady pour le passing game? Toi, Guillaume, est-ce que ça t'intéresserait de prendre un receveur à ce moment-là, un receveur qui, soit dit en passant, peut vraiment, qui a un très gros potentiel en tout cas, et qui connaît très bien du coup le head coach et le système que veut utiliser Matt Rhule. Ah bah, comme on l'a dit, enfin, toutes les signatures et toutes les recrues qui ont été faites jusque-là, il y avait un lien. Donc, tous les joueurs qui a côtoyé Matt Rhule sont des cibles potentielles. Matt Rhule et Joe Brady sont des cibles potentielles. Donc, oui, c'est un profil qui peut clairement tomber dans les plans des Panthers. Après, effectivement, se posera la question de que devient Curtis Samuel si tu as déjà DJ Moore, si tu as Robbie Anderson que tu viens de signer pour 2 ans, si tu draftes en plus Denzel Mims, Christian McCaffrey est toujours là, il va, comme on le disait, porter le gros de ton attaque. À un moment, peut-être que Curtis Samuel va être un petit peu. On va pouvoir voir pour faire sans lui, quoi. C'est ça. Et puis, je parlais de Denzel Mims, mais on peut aussi parler de Justin Jefferson, qui peut tomber à ce niveau-là et qui, lui, a joué pour Joe Brady. Et même sans parler d'eux qui ont joué avec le coaching staff, hein, il y aura de toute manière un niveau receveur à ce moment-là, il y aura encore du monde, hein, sûrement Brandon Ayuk, KJ Hamler, Jalen Rigor, Van Jefferson, le fameux Van Jefferson. Il y aura toujours du monde. Chase Claypool. Chase Claypool, justement, c'est intéressant parce qu'on peut aller voir plus bas. En tout cas, vous, allez rapidement, encore une fois, très rapidement, comme ça on descend. Quel poste vous prenez à ce moment-là? Quel poste vous prenez? En prenant l'hypothèse que Simmons a été pris au premier tour. Ouais. Moi, je prends de la D-line. Moi, je prends du corner. D-line, si Mims n'est pas tombé. Moi, je prends D-line si Gallimore ou Blacklock ne sont pas tombés. Bah, moi, je dis pareil, Augustin. Je reprends ta phrase. Tout le monde est d'accord là-dessus? Guillaume, toi, ça te va à peu près? Oui, bah moi je pense que effectivement, si on ne prend pas D-line au premier tour, il y a quand même des chances qu'on se dirige là-dessus au deuxième, parce qu'actuellement on a que 2 defensive tackles dans le roster, dont Ewan Short qui revient de blessure et qui a 32 ans maintenant, et le deuxième c'est un illustre anonyme, donc ouais, il va y avoir un besoin en D-line évident.
Alors, on va descendre au troisième tour. Troisième tour, vous avez le pick 69. Euh, vers quel poste, toi, tu penserais t'orienter à ce moment-là de la draft, sachant que tu peux à peu près tout avoir. Je pense que tu peux avoir de très bons receveurs à ce moment-là. Tu peux avoir de bons intérieurs line. Cornerback, l'heure sera de toute manière passée, à mon avis. Voilà. Et puis, de très bons running back, t'en auras quasiment à tous les étages. Est-ce que tu as un poste maintenant, ou peut-être tight end aussi? Tight end, je sais que tu en avais parlé en off et que ça t'intéressait. Qu'est-ce qui te plairait le plus? Plus de l'offense, plus de la defense? Si tu me dis effectivement que le début de troisième tour pour des corners intéressants, ça va être un peu tard, effectivement, on va plus peut-être se basculer sur de l'offense. Donc avec du receveur ou éventuellement du tight end. Tu parlais tout à l'heure du schéma avec 2 tight ends en attaque qui aimait particulièrement Matt Rhule. On a aujourd'hui que Yann Thomas, ça va faire peut-être un petit peu l'edge. Donc effectivement, il y a peut-être un besoin à ce niveau-là au poste de tight end. Vous diriez quoi, les gars, à ce moment-là? Sachant que le meilleur tight end, c'est Cole Kmet, qui partira sûrement au deuxième tour. Derrière, on a quand même quelques joueurs pas si mauvais. Hein. Bryson Hopkins, Albert Okwek-Bunam, Hunter Bryant, Thaddeus Moss, mais pour moi, qui mérite d'être au 5e tour, je dirais. Est-ce que vous iriez chercher un tight end maintenant ou un autre poste que vous voyez En soi, je pense que si Albert Okwebunam il tombe au 3e, ce qui est plutôt là où il devrait tomber, 3e et 4e, je pense que ça serait logique de le prendre. Parce qu'après, sinon, ça descend vraiment en qualité rapidement, en fait. La draft de tight end, c'est pas la meilleure draft qu'on ait vue concernant les tight ends. Alors, au niveau du choix, tight end, toi, Robin, tu disais que ça peut être pas mal avec Okwek-Bunam. Je suis d'accord avec toi, surtout qu'il a fait un très gros combine et que l'année dernière, il est annoncé comme un premier, deuxième tour, notamment après sa saison avec Drew Lock, qui est le nouveau quarterback des Broncos. Cette année, c'est un peu moins reluisant. Il y a aussi un poste où vous avez vraiment du besoin, c'est l'intérieur O-line. Et si à ce moment-là de la draft, il y a Tyler Biadasz de Wisconsin qui tombe, ou même Shane Lemieux d'Oregon, est-ce que ça serait peut-être pas plus intelligent de prendre un O-line qui pourrait un peu protéger Bridgewater, parce qu'il va en avoir besoin, sachant que, voilà, comme je te dis, à ce moment-là de la draft, il risque d'y y avoir au moins un très bon O-line. Est-ce que toi, Guillaume, tu penses que ça serait le bon moment d'en prendre un, ou tant pis, tu penses, tu t'orientes vers un autre poste? Je pense clairement que comme on les a listés tout à l'heure, mais vu le nombre de besoins, on va être sur une stratégie du meilleur joueur disponible plus ou moins à chaque tour. Effectivement, pour l'intérieur de la O-line, on va avoir besoin à minima de profondeur. Et éventuellement, on a notamment un poste de garde gauche qui va être confié, selon toute vraisemblance, à l'ancien rookie. Il aura une saison, Dennis Daly, qui avait été drafté au 6e tour l'an dernier et qui a fait un passage en tant que tackle gauche l'année dernière. Il va shifter à l'intérieur. Mais effectivement, le poste de garde ou de centre pour prendre la relève de Matt Paradis à terme peut être ciblé s'il y a du joueur de qualité à ce niveau-là. Moi, je pense que sur ce choix-là, ça pourrait partir sur un Icaris de Washington qui peut jouer guard, mais qui sera sûrement un centre en NFL et qui correspond bien au schéma de jeu de Matt Rhule. Donc, si un mec comme ça est dispo, je pense que c'est peut-être le moment de prendre un O-line et peut-être d'attendre pour prendre un tight end. Vous en dites quoi, vous, les gars? Je pense qu'un O-line, c'est pas con. Je pense que vraiment un O-line à ce moment-là de la draft, vu comment, comme tu disais à juste titre, Elio, Shane Lemieux et Taylor Biadasz ont sladé de façon assez
difficilement compréhensible, on va dire. Je pense que s'il y en a un des deux qui est dispo, vu la draft que nous on fait actuellement, là, donc avec un backer au premier tour et un inside Dylan au second, je pense que ce serait le plus logique. Après avoir, que comme disait Guillaume tout à l'heure, ils ont l'air d'avoir une vision de la draft très défensive. Donc à voir si dès le troisième tour, pardon, ils passeraient sur un joueur offensif ou pas. Ou s'ils veulent vraiment, comme je pense que c'est possible, faire sur les 3 premiers tours intérieur D-line, linebacker et un DB pour mettre un joueur sur chaque ligne. Moi, je Et j'ai une petite question pour Guillaume. Juste, j'aimerais savoir, Yann Thomas, il est considéré plus comme un tight end vertical, enfin assez rapide, pas super bon bloqueur. Non, il est clairement pass catcher. En bloc, on a plutôt le vétéran Chris Manertz qui occupait ce poste-là. Thomas, c'est un pass catcher. Ok. Ouais, parce que si on attend un petit peu après dans la draft pour choper un personnel assez lourd en tight end, et il n'y en a pas des masses sur cette draft-là, donc il ne faudra pas se rater si on veut aller chercher un tight end. Faudra peut-être trade up pour aller en chercher un sur le 4e tour ou fin de 3e, je pense pour vous. Et Augustin, tu voulais intervenir? Ouais, je voulais dire, non, je vous suivais complètement sur le tackle ou un guard. Sauf si à ce moment de la draft, un edge slide, et c'est pas impossible. Je parle des gars comme Okwara ou Curtis Weaver qui tombent de plus en plus dans les mocks, et je pense que ça peut être des bonnes affaires sur ce pick des Panthers. Ça peut, après, Guillaume, tu le dis si bien, c'est un peu au meilleur joueur qui est là, quoi. Euh, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Valentin, c'est-à-dire que pourquoi pas aussi prendre, voilà, si un O-line, un lineman assez bon qui est là, autant le prendre et puis aller trade up derrière pour récupérer aussi pendant ce 3e tour un tight end et un Okwuegbunam, comme tu le disais, Robin. Pourquoi pas? Vous, ça vous va en tout cas comme idée générale d'aller chercher de la O-line ou en tight end? Ouais. Ouais. Et juste, si jamais vous voulez attendre pour le tight end, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, hein, mais Jacob Brilland qui a fait un super début de saison avant de se blesser, il va slider en très grosse fin de draft, 6 voire 7e tour. Ça peut être une bonne petite prise pour quelqu'un, enfin pour un bon pic slash pic dépensé. Donc voilà, c'est juste si jamais au cas où vous prenez pas de tight end Ouais. haut dans la draft. Mais il me semble que Brilland, il fait quelque chose comme 240, 250 pounds. Et c'est plutôt quelqu'un que tu vas aller chercher pour le passing game, pas C'est forcément plutôt pour la course, quelqu'un même qui s'il n'est va pas mauvais. ouais, c'est ça. Il bloque Il est assez plutôt pas mal. complet. Oui, il est assez complet. Il est assez complet. C'est juste que c'est vrai qu'il est meilleur en, à la passe, mais il est vraiment très fort dans le bloc et ensuite le bump and run, où du coup il va vraiment aller bloquer le D-line pendant quelques secondes et ensuite il va partir en tracé. Il est vraiment fort pour ça. Et donc je pense que c'est quelque chose qui peut marcher avec le jeu des Panthers, surtout avec McCaffrey qui pourrait servir aussi à partir en tracé de l'autre côté, etc. Enfin, Ok, moi je bah pense que ça me ça peut va. être un profil intéressant. En très fin de draft, hein, genre 6-7e tour. Alors, on passe au 4e tour. 4e tour, est-ce qu'il y a, pareil, un ou des postes qui t'intéressent un peu toi, Guillaume, à partir de ce moment-là de la draft, est-ce que tu vas considérer certains autres postes Je pense que tu peux trouver toujours un peu de tout. Voilà, je n'ai pas trop d'indications à te donner là-dessus, tu vois. Mais est-ce qu'il y a, toi, il y a un poste qui t'intéresse un peu plus que d'autres à renforcer à ce moment-là de la draft? Et puis à partir de ce point-là, on peut te trouver peut-être un ou deux joueurs. Ben, on a un besoin au poste de corner qui est toujours pas comblé depuis le début de cette draft. J'ai vu en même temps que actuellement les Panthers ont 9 receveurs dans le roster.
Donc je pense que c'est peut-être soit ça va bouger d'ici là, soit c'est peut-être pas forcément un type un profil qui va intéresser au moment de la draft. Mais ouais, clairement au poste de DB, il y a un manque qui va être à combler. Alors soit d'ici la draft, il y a un free agent qui est signé. On a notamment des mecs comme Ross Cockrell qui a bien dépanné l'an dernier, qui est toujours libre si je ne me trompe pas. Mais ouais, le reste des besoins, encore en D-line, c'est pas étonnant. Enfin, moi, ça m'étonne pas si on prend 2 D-line dans cette draft. On avait évoqué tout à l'heure les edge rushers. Ça peut être là. Ça peut être là s'il y a des profils intéressants. Voilà à peu près quoi. Ouais, en edge, il y a du choix. C'est vrai qu'en edge, il y a du choix. Kenny Wilkes aussi. Et ça peut tomber à ce niveau-là, parce qu'après, en corner, tu as Troy Pratt Jr., s'il tombe jusque-là, tu peux le prendre. Tu as Kindle Vindor, mais c'est un peu plus un 5-6e tour. Et voilà, après, franchement, il faudrait qu'ils prennent un slot à la limite. Mais en slot, cette année. Ou sinon, c'est safety. Ouais, non, safety serait riche, peut-être pour le 5e. Mais, non, je pense que. En edge. Je pense que vous auriez du choix en edge rusher. Parce que j'aurais pu parler de James Lynch, mais le problème, c'est que s'il passe en 4-3, James Lynch, c'est un 3-4. Donc, c'est sûr qu'il passe pas. James Lynch de Baylor. Mm. En edge, en tout cas, je pense que vous aurez du choix à ce moment-là de la draft. Il y aura sûrement Bradley Anae de Utah qui a bien à développer. Utah qui avait une bonne défense cette année. Il y a Kenny Wilkes qui était un des seuls rayons de soleil de Michigan State. Nico d'Auburn qui était très très coté avant cette saison. Anthony Jennings aussi d'Alabama aussi qui était assez coté. Ouais. Comment ça s'appelle? Le corner de Mississippi State, Cameron Dantzler, qui sera peut-être encore là. Que moi j'aime pas mal. Qui peut jouer dans le slot. Physique, il a 6'4", je crois, un truc comme ça. Je crois qu'il est assez grand. Donc ça peut être un bon complément de Dante Jackson, qui est plutôt un mec, plutôt un speedster qui peut couvrir un peu les receveurs bien rapides. Mais ouais, il y a lui que j'aime bien en corner à la limite. Ça sera pas du All-Pro dès sa première saison, certes, mais ça peut dépanner. C'est un 6-2. Je suis d'accord avec toi, mais on est au 4e quand même. Je pense que Dantzler, il sera parti d'ici là. Ouais. C'est ça. C'est parti. Je pense, on est à peu près tous d'accord que le poste de edge peut être renforcé. Ouais, edge ou un gars comme Miles Bryant, en cornerback qui veut jouer à l'intérieur, mais sinon edge. À ce moment-là, je pense qu'en edge, ça serait pas mal pour les Panthers. Un petit Zuniga, moi, ça m'irait très bien chez les Panthers. Bah ouais, franchement, ouais. Parce qu'il a fait un bon combine en plus, donc son draft stock, il est un peu remonté après une saison tronquée par les blessures, on va dire, le pauvre. Mais ouais, ça peut. Moi, ça m'irait bien comme destination pour Zuniga. Ça peut être un bon profil. Et on va terminer très très rapidement parce qu'après, les trois derniers tours, on sait, c'est ce qu'il y a de mieux qui tombe sous la main. Peut-être un safety avant de terminer la draft. Toi, est-ce qu'un safety, Guillaume, ça te dirait? C'était dans les besoins. Alors comme je disais tout à l'heure, on a re-signé Trey Boston et on a fait venir Justin Burris, je crois, mais qui est plus un profil de special teamer, même si a priori le poste de free safety titulaire devrait lui revenir. Donc de la concurrence à ce poste-là, oui, c'est un besoin qui fait sens chez nous. Parce qu'il y a je pense que tu peux avoir des bons safety assez longs dans la draft. Bon, on va enlever le top 6, les Duggar, etc. Mais les Quavon Wallace, Brandon Jones de Texas ou même de Notre-Dame, enfin je parle en connaissance de cause, à Louis Gilman ou Jalen Elliott, ça peut tomber. La Blackmon Guidry de Utah aussi. Ouais. Il peut y avoir Shaim Carter d'Alabama qui peut jouer dans l'intérieur, dans le slot. Qui est hybride. En fait, moi, juste pour finir, je lui propose 3 choix pour ces 3 derniers tours. Bon, je sais qu'il a 2 choix dans le 5e, mais bon, après, voilà, je vais en proposer 3. C'est Shaim Carter d'Alabama qui peut jouer dans le slot.
Il a Bravion Roy qui a joué pour Baylor, qui est defensive tackle, donc pour rajouter un petit peu de poids sur la ligne, qui a fait une très bonne saison avec 5,5 sacs et 61 plaquages en total. Et Jacob Brilland, dont on a parlé tout à l'heure avec Robin, qui pourraient être trois bons fits pour les Panthers pour finir cette draft. Ouais, et moi j'aimerais rajouter juste un corner slash safety, on sait pas trop, enfin il joue plus corner mais il peut dépanner en safety. C'est Blackmon de Utah. Elliot en parlait tout à l'heure. Moi je le trouve assez bon et assez polyvalent. Ouais, pour l'avoir regardé jouer à Utah, je pense que ce sera un bon fit pour votre nouvelle défense. Blackmon et Carter et Carter que nous disait Valentin, qui était quand même lui aussi pareil à ses côtés, hein, à une époque on le prenait pour un futur fin de premier tour, deuxième tour, donc voilà. Bon, en tout cas je pense qu'on a fini pour ce soir. Guillaume, merci à toi. Mais merci à vous de m'avoir accueilli. Bah, pas de problème, c'était vachement sympa de faire un petit cross comme ça, NCAA NFL, et particulièrement sur une équipe avant la draft. Il reste un mois pile, un mois moins un jour même d'ailleurs. Voilà, donc c'est intéressant parce que comme on disait, voilà, vous avez une équipe faite de coach NCAA et tout à remodeler. En tout cas, merci pour tout les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. Les auditeurs, on vous remercie de nous avoir écoutés, tout du long. Après, bon, on est en période de confinement, donc je pense qu'on peut être un peu plus gourmand sur le temps d'enregistrement. On vous fait tous des bisous, on vous souhaite une très bonne soirée et merci encore Guillaume. Voilà. Yes, merci à toi. C'est moi. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Allez, salut les gars. Allez, bonne soirée. Salut.